Bonsoir à tous. Heu, donc aujourd'hui, on va faire la colle, numéro 6. Déjà, je vais essayer de vous trouver le sujet. Enfin, je vais mettre le sujet. Je sais pas trop comment ça marche l'école ici. Donc je crois que déjà on vous met le sujet, il faut attendre 35 minutes que vous le faites et ensuite je vous fais la correction. Donc je vais attendre 5-6 minutes, le temps que les autres arrivent et puis ensuite, je vous mets le sujet et puis, oui bonsoir et ensuite je vous mets, le sujet puis on voit ça. Bon alors je vais publier le lien du sujet, je vais juste vous demander de rédiger au maximum, bonsoir, de rédiger au maximum, de mettre tout ce que vous savez, et de bien lire les questions. Donc faites, votre possible et je regarde juste si c'est bon. On a combien de temps? C'est 35 minutes. C'est 35 minutes par, enfin il y a qu'un seul sujet de toute façon. Donc c'est 35 minutes, c'est juste un cas clinique et voilà. Bon courage.
Bon, c'est fini. Vous pouvez envoyer, votre copie à l'adresse que je vous ai mis dans la conversation et du coup, là, on va passer à la correction. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Déjà, il faudrait que vous me dites si vous voyez mon écran, donc là, je vais faire le partage et vous allez me dire si vous voyez l'écran ou pas. Est-ce que vous voyez l'écran? Ça a l'air de marcher. On voit diffusion de l'écran, zoom. Ouais, OK, c'est bon. Du coup, alors moi, dans ma correction, je vous mets directement les réponses comme ça, du coup, avec les mots-clés que moi j'aurais mis, lors de la rédaction du sujet. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé le sujet sur papier. Donc je me suis chronométrée et après j'ai retranscrit ça sur l'ordinateur comme ça pour faire un truc, bien propre. J'ai pas encore fait le barème, donc je le ferai ce soir, donc juste après la correction là. Vous inquiétez pas, il y aura pas des points sur tout ce que j'ai écrit là. Je pense que ce sera un barème assez simple, on va dire. Déjà parce que c'est une annale ou cas inventé. Non, c'est un cas inventé que j'ai fait hier soir. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Heu, j'étais où? Ouais, donc il y aura pas de ça sera pas une correction aux 0,25 points près. Je pense que ce sera à la limite avec des 0,5, voire 1 point, 1 point, 1 point. Donc il y aura pas tout ça. Donc je verrai ce que je ferai. Donc ça, c'est une copie type de comment moi j'aurais rédigé, le cas si c'était un cas tombé au concours. Avec du coup, ma manière de rédiger, tout ça, tout ça. Donc un homme âgé de 34 ans, hospitalisé, en urgence pour céphalée intense accompagnée de fièvre. L'examen révèle une raideur de la nuque, lésions cutanées au niveau du visage, paume des mains, et cetera. Le patient déclare être séropositif au VIH depuis plus de 5 ans. Ils font une ponction lombaire, ils font une analyse du LCR et ensuite ils font un immunophénotypage lymphocytaire, avec un taux de lymphocytes à 103 par millimètre cube. La première question, donc analyser et interpréter le bilan biologique. Est-ce que tu peux juste attendre 5 minutes le temps qu'on signe les copies, s'il te plaît? Bah, sinon, vous pouvez les faire, après la séance. Enfin, je suis pas, vous pouvez les envoyer après la séance, en fait. Donc, il y a pas de problème. Enfin, tant que vous ne touchez pas vos copies et que vous changez les mots ou quoi, enfin, je vous fais confiance. Donc, si vous pouvez le faire juste après la séance parce qu'il est 19h40 quand même. Donc voilà. Donc je vous fais confiance, vous pouvez envoyer ça après, la correction et vous comme ça, vous prendrez votre temps pour scanner, pour faire de belles copies et tout. Bref. Donc analyser et interpréter, le bilan biologique. Donc là, faut comprendre 2 mots, le fait d'analyser un bilan et ensuite de l'interpréter. Donc l'analyse, c'est, le fait de comparer aux valeurs usuelles, s'il y en a. Et ensuite l'interprétation, c'est dire, s'il y a des variations, et en gros, laisser un petit commentaire sur, la variation du bilan. Et ensuite on demande quel agent fongique, peut-on évoquer? Donc là, directement, je vous demande, bah, l'agent en question et je vous dis que c'est un champignon. Donc, vous avez pas à vous casser la tête en vous disant, «C'est peut-être un virus, c'est peut-être une bactérie, c'est peut-être un parasite». Donc c'est pas une toxoplasmose, c'est pas une méningoencéphalite à HSV, c'est pas un CMV, c'est rien. Donc c'est juste un champignon et après c'est à vous, heu, de vous refaire la petite synthèse, en myco. De toute façon en myco, il y a 4-5 champignons je crois à connaître, enfin classe de champignons. Hem Donc c'est à vous ensuite de faire la petite synthèse et de vous dire: «Voilà, c'est cet agent-là, c'est cet agent-là» et cetera et cetera. Bon, bah, du coup, bah, c'est Cryptococcus puisque c'est le seul enfin le seul, c'est l'agent principal qui est principalement responsable de méningite ou de méningoencéphalite chez le sujet VIH. Donc je commence par l'analyse et l'interprétation du bilan biologique, donc par l'analyse du LCR. Juste ici, donc on me dit que le LCR, il a un aspect clair. OK, donc si c'est un aspect clair, eau de roche, c'est en défaveur d'une infection bactérienne. Donc je dis pas que ça exclut une infection bactérienne, parce que vous pouvez avoir une infection bactérienne avec un LCR, de type, eau de roche. Donc vous mettez juste que c'est en défaveur d'une infection bactérienne.
Ensuite, on a une hypercellularité, donc on a des leucocytes dans le LCR, alors que normalement il n'y en a pas, ou très peu, ou quasiment pas, avec prédominance de forme lymphocytaire. Là encore, vous vous dites que c'est la forme lymphocytaire qui prédomine, puisque avec les formes lymphocytaires, tout ça, donc je pense que vous connaissez vos cours sur les méningites. Si c'est une prédominance de polynucléaires neutrophiles, ça sera plus en faveur d'une infection bactérienne. Si c'est une prédominance lymphocytaire, ça sera plus en faveur d'une infection virale ou d'une infection fongique, voire toxoplasmose, je ne sais même pas ce qu'il y a. Je crois que c'est les lymphocytes aussi, la toxoplasmose, mais voilà, en gros, c'est aussi en défaveur d'une infection bactérienne. Est-ce qu'on peut mettre l'analyse avec les valeurs bio? euh, Ouais, ouais. En fait, la rédaction, elle est propre à chacun. Donc, vous faites la rédaction que vous voulez. L'important, c'est que dans la case question 1, il y ait les mots qui sont attendus dans la correction. Donc, soit vous pouvez soit les mettre au début, soit les mettre ici dans la partie biologie, ou les mettre tout à la fin ou autre, vu que ça ne pouvait pas être une cryptococose. Du coup, c'est quoi le seuil? Alors, pour la cryptococose, je sais que dans le box, c'est écrit que c'est dans les 50 par millimètre cube, mais il faut savoir qu'en général, en médecine, il n'y a pas de valeur seuil, vraiment seuil. Donc, vous pouvez avoir une cryptococose avec des lymphocytes à 100. En plus, ici, c'est un 103, donc on ne va pas se battre sur le 100, le 103, le 99. Mais il faut juste savoir qu'à partir de 200, enfin, quand c'est inférieur à 200, plus vous descendez et plus vous avez des infections graves. Mais il n'y a pas vraiment de seuil, on va dire. Enfin, les seuils, c'est établi à partir de, comment dire ça? Enfin, c'est pas des probabilités, mais c'est en gros, plus vous avez vous avez des gens, vous avez beaucoup de gens qui sont, enfin, comment dire? Ouais, les seuils, c'est à partir de différentes, enfin, de probabilités. En gros, je sais pas comment vous explique ça. C'est une sorte de tendance. En gros, la majorité des gens qui sont en dessous de 50 vont développer cette infection. Les majorités des gens qui sont au-dessus de 50 vont développer ça, ça, ça. Bref, je blablate trop, mais c'est comme ça. Donc il y a pas vraiment de seuil, retenez juste entre 100, 50, un truc comme ça, c'est des infections hyper sévères. Bon là, on est à 103, heu, je pense qu'on va pas se casser la tête. Hem, je disais quoi? Donc prédominance lymphocytaire. Puis ensuite, pour les protéines, vous êtes à 2,93, donc ça vous fait une hyperprotéinorachie avec du coup les valeurs usuelles. Donc là, pareil, soit vous mettez l'analyse des protéines et du glucose dans la partie argument biologique, soit vous le mettez au début. Donc moi, j'ai préféré en fait le faire dans l'ordre des questions. Donc analyse et interprétation, et ensuite évoquer le germe et pourquoi. L'hypoglycorachie parce que, bah, on a moins de glucose que la valeur usuelle, enfin, on est inférieur à la valeur usuelle. Hem Et puis ensuite, l'absence de bactéries au gramme, du coup, qui est en défaveur d'une infection bactérienne. Donc pareil, heu, évitez au maximum de dire, que ça permet comment dire? D'exclure une infection bactérienne, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez très bien avoir une infection, enfin une méningite bactérienne sans avec un examen direct, négatif. L'immunophénotypage, donc là, par exemple, moi, l'immunophénotypage, je l'ai mis dans mes arguments ici. Donc l'important, c'est juste, de mettre, en fait, les mots. Après l'organisation de la rédaction, ça dépend que de vous. L'agent fongique à évoquer, donc moi, j'ai mis Cryptococcus neoformans, le sérotype A ou D, parce qu'on ne sait jamais. Je crois que c'est le sérotype A, qui est le plus fréquent en Europe, et puis le sérotype D qui touche, les patients VIH. Donc là, on ne sait pas trop, ça sera déterminé après. Pour l'internat, vous n'avez pas besoin de connaître les techniques qu'on utilise pour identifier les sérotypes. Il faut juste savoir qu'il y a des sérotypes pour Cryptococcus et que ce sérotype-là, on le retrouve en Europe, l'autre sérotype, on le trouve en Amérique, ce sérotype-là, il touche les patients VIH, etc. Donc là, j'ai précisé que c'était le sérotype A ou D parce que je pars du principe qu'on est en Europe et qu'il est VIH positif. Enfin, déjà, il est VIH positif. Donc, du coup, ça sera le sérotype A ou D. Et aussi, je crois que le sérotype B et C, c'est plus des atteintes cutanées. Enfin, c'est pas le même tropisme. Le A ou D, enfin, le A et D, c'est plutôt du neurotropisme. Ah oui, en plus, je l'avais marqué ici. Donc, c'est plus du neurotropisme, et le B et C, je crois que c'est plus du tropisme cutané. Avec une atteinte cutanée plus sévère que, dans une cryptococose, cutanée, secondaire à une dissémination hématogène, et cetera. Donc Cryptococcus neoformans parce que, du coup, enfin, c'est pas parce que, mais c'est du coup, une levure, ça profite, avec un tropisme, neurologique.
Donc là, ici, vous voyez que j'ai mis principalement des mots-clés, j'ai pas fait de phrase et c'est comme ça que j'aimerais que vous rédigiez, en fait. Donc, ne faites pas de phrases. Enfin, moi, les seules phrases que j'ai mis, c'est analyse du LCR, agent fongique à évoquer, mais ça, au concours, je pense que je l'aurais même pas écrit parce que moi, je pars du principe qu'il faut juste écrire les mots-clés. Le reste, enfin, oui, il faut être clair pour le correcteur, mais le correcteur, il a autre chose à faire aussi parce qu'il corrige 50 dossiers, enfin 50, 500 dossiers, les mêmes dossiers, donc je pense à la fin, il sait de quoi ça parle. Donc il va juste chercher les mots-clés. Donc voilà, il faut rédiger en mots, comme ça, vous mettez des traits, vous rédigez. Ensuite, les arguments. Donc l'argument, le terrain, c'est un homme qui est immunodéprimé. 2 points. Pourquoi s'il est immunodéprimé? Parce qu'il est séropositif au VIH, parce qu'il présente une lymphopénie sévère, avec des lymphocytes inférieurs à 200 par millimètre cube. Là, d'ailleurs, il y a un petit slash. Avec les valeurs usuelles, donc là, je l'ai juste transformé en millimètre cube, mais sinon, c'est 0,5, 1,6 giga par litre. C'est révélateur d'un stade SIDA. Donc ça, c'est un mot important, en fait, à utiliser. C'est une phrase que je voyais dans les anciennes annales et que je voyais aussi dans les... Vous savez, à l'époque, l'ECN, c'était un examen écrit avec des dossiers comme ça, et du coup, il fallait que les gens... comment on transforme en millimètres cubes? Bah, tu multiplies enfin, par 1000, et puis... pas par 1000, ouais, je crois que c'est par 1000. Tu multiplies par 1000, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc révélateur d'un stade SIDA. C'est donc je le voyais, dans les anciennes annales et puis dans les bouquins, les vieux bouquins des ECN, à l'époque où l'ECN, c'était un examen, écrit avec du coup des mots-clés, en fait, comme ici. Et du coup, il y avait, des petits bouquins comme ça. Bon, ils sont plus du tout à jour, mais en fait, je les ouvrais juste, c'était à la BU. Je vous donnerai les noms si vous voulez. Donc je les ouvrais juste pour voir comment les corrections étaient faites et je m'inspirais un petit peu des corrections pour voir comment ça se rédige un cas d'infectio. Et du coup, je voyais que dans les cas d'infection opportuniste comme ça, bah, il y avait dans les corrections le mot révélateur d'un stade SIDA ou je ne sais plus ce que c'était, mais c'était en gros euh, ou manifestation, enfin maladie enfin, impliquée dans le sida ou des trucs comme ça. En gros, ça parlait du sida. Et du coup, je me suis dit, c'est très probablement un mot-clé. Et du coup, si un jour vous tombez sur une maladie opportuniste, avec un patient VIH positif, etc., précisez toujours que cette maladie, elle se déclenche, voilà, ça se déclenche lorsque le patient est au stade sida. Donc, quand vous n'êtes pas au stade sida, vous n'avez pas toutes ces pathologies-là. Lorsque vous arrivez au stade sida, donc avec des lymphocytes inférieurs à 200 par mètre cube, bah, vous commencez à déclencher ces pathologies. Et ça, c'est à préciser, parce que je pense que c'est un mot très important. Donc, révélateur d'un stade sida, et parce que bah, c'est une maladie opportuniste. Au niveau de la clinique, donc là aussi, c'est un mot-clé important, la cryptococcose neuroméningée. Donc, si vous écrivez méningoencéphalite à Cryptococcus neoformans, c'est bon, mais pas sûr que ce soit le mot-clé attendu. Moi, dans un concours blanc, je peux accepter méningoencéphalite à Cryptococcus neoformans, mais c'est dommage en fait de perdre du temps à écrire tout ça alors que vous pouvez juste écrire cryptococcose neuroméningée. Donc le fait de connaître des mots-clés comme ça, déjà, ça vous fait gagner du temps et en plus, bah, vous savez pas comment dire. Méningite, c'est bon. Non, c'est pas bon. Méningite, c'est pas bon parce que si tu mets méningite toute seule, non, c'est pas bon. Il y a des mots précis qui sont attendus dans la grille, donc si tu balances juste méningite comme ça, comment repérer les mots-clés dans les cours? Bah, c'est à force de lire les cours en fait. Là, dans le DEBOC, je crois que c'est écrit cryptococcus neuroméningée. Dans le Interpharma 2016, vous savez, le bouquin d'infectio, là, je ne sais pas si je peux vous trouver une image. Donc, dans ce bouquin-là, je crois qu'il parle de. Je ne sais plus s'il parle de cryptococcus neuroméningée. Je crois qu'il parle de méningoencéphalite de cryptocoque. Je vais vous voir ça. Donc, vous avez l'Interpharma, vous avez le DEBOC, vous avez le PILI d'infectio et vous avez l'Anophel, le site Anophel, A-N-O. Oh, je vous l'écris ici. Donc, le site Anophel, sur lequel il y a des cours de parasito et de myco.
Et qu'est-ce que j'ai mis? Et du coup, à force en fait de lire, les cours sur différentes sources, vous allez remarquer qu'il y a toujours les mêmes mots qui reviennent et si ces mêmes mots qui reviennent, ça veut dire que c'est les mots clés. En gros, si dans 3-4 cours, vous voyez, heu, qu'on a une agite des troubles neurologiques comme des troubles de conscience, par exemple. Ouais, mais il y a des gens qui parlent de méningoencéphalite à cryptocoque. Parce que vous pouvez très bien avoir des vertiges et autres, avec, heu, avec le cryptocoque. Je regarde juste, pour le dans le l'interpharma. Donc l'interpharma, c'est ça, mais c'est hyper rare, c'est majorité de méningite. Ouais. Ah bah, dans l'interpharma, voilà, c'est bon. Dans l'interpharma de 2016 dont je vous ai mis le lien ici, il parle aussi de cryptococcose neuroméningée. Donc là, déjà, ça vous fait 2-3 sources où ça parle de cryptococcose neuroméningée. Donc ça veut forcément dire que, la cryptococcose neuroméningée, c'est un mot-clé qu'il faut placer, si vous tombez sur une cryptococcose neuroméningée. Donc oubliez tout ce qui est méningoencéphalite à Cryptococcus neoformans, méningite à Cryptococcus neoformans, parlez juste de cryptococcose neuroméningée et là, vous pouvez être sûr à 100 que c'est le mot-clé qui est attendu. Hem, donc par rapport à notre cours du coup et non à la clinique du cas. Faut le faire par rapport, à la clinique et enfin ça dépend. Parce que ton cours, c'est les informations et le cas, c'est le cas. Donc toi, tu vas te servir des informations que tu as pour parler du cas. Donc en fait, les cas cliniques, enfin, faut pas voir les cas cliniques comme un crachage de cours, heu, faut les voir plutôt comme une application des cours. Donc si tu vois qu'il y a des troubles neurologiques, qu'ils commencent à convulser par exemple, là pour toi ça va être une méningoencéphalite. S'il ne convulse pas, s'il n'a pas de syndrome neurologique ou autre, tu pars sur une méningite. D'ailleurs c'était ça je crois en décembre 2019 avec la méningite à entérovirus. Donc on te précisait bien que, l'enfant n'avait pas de troubles neurologiques et du coup ça permettait d'exclure une méningoencéphalite à herpès par exemple. Et du coup, les gens devaient partir ou même, je crois que le VIH aussi, il fait une méningoencéphalite ou une méningite. Je crois qu'il fait les 2. Donc ça te permettait d'exclure beaucoup d'agents, en fait, infectieux qui peuvent être responsables de méningoencéphalite et de rester sur de la méningite. Et après, avec l'analyse du SR et cetera, tu pouvais partir sur une méningite virale et du coup, c'était à toi ensuite de lister, en fait, les agents responsables d'une méningite virale. Donc le cours, ça sert juste à appliquer, le cas. Faut pas juste, apprendre le cours bêtement et puis le cracher, dans le cas avec, dans chaque question. J'étais où? Donc ouais, vous avez 3 sources où ça parle de cryptococcose neuroméningée, donc ça, c'est un mot-clé, il faut l'apprendre et c'est tout. Ensuite, vous dites pourquoi c'est une cryptococcose neuroméningée, parce que c'est un syndrome on a un syndrome neuroméningé, raideur de la nuque, des céphalées intenses et cetera. Ensuite, on a une hyperthermie. Donc l'hyperthermie, ça fait pas partie de la cryptococcose neuroméningée, ça fait partie de l'infection en général. Et puis une cryptococcose cutanée, donc ça aussi c'est un mot-clé. La cryptococcose cutanée ici, donc je sais pas si vous avez vu des images sur internet, ou sur Google Images, mais c'est en fait ça fait des sortes de croûtes, rougeâtres, qui peuvent, du coup être sur les doigts, sur les mains, sur le nez, sur la joue, sur le front. Du coup et ça correspond en fait au cryptocoque qui va traîner dans le sang et qui va se disséminer. Donc secondaire, une dissémination hématogène. Ensuite, les arguments biologiques, donc moi j'ai juste mis, l'aspect du LCR parce que j'allais pas réécrire la même chose alors que je l'ai déjà écrit avant. Donc j'ai juste mis, aspect du LCR évocateur et puis c'est tout. Mais vous aurez très bien pu commencer directement par dire donner le nom de l'agent et ensuite de partir sur l'analyse du LCR un petit peu plus bas. Et puis diagnostic différentiel, donc méningite et méningoencéphalite virale, méningite bactérienne, toxoplasmose cérébrale. Donc vous mettez un petit peu les causes de méningite ou de méningoencéphalite. Là, j'ai pas cité
les causes de méningite virale et méningoencéphalite, parce que, il y en a plein, antirovirus, VIH, HSV, CMV, tout ça. Ensuite, vous avez les méningites bactériennes, donc Neisseria, le streptocoque, tous les trucs comme ça, et puis la toxoplasmose cérébrale. Alors là, dans ce cas-là, on aurait pu évoquer une toxoplasmose cérébrale, hem, sans l'analyse du LCR, hein. Enfin, juste, à la clinique, on aurait pu, enfin, juste à la clinique et le fait de savoir que c'est un patient VIH positif, on aurait pu penser à une toxoplasmose, cérébrale, mais après avec les lésions cutanées et tout ça, on n'exclut pas, mais c'est en défaveur de la toxoplasmose cérébrale. Mais là, comme je partais sur un cryptocoque, je voulais pas me casser la tête à vous demander, est-ce que c'est une toxoplasmose ou est-ce que c'est une cryptococcose? Donc voilà, c'était juste, enfin, pour moi, c'est voilà, quel agent fongique c'est et c'est tout. D'ailleurs, au concours, je pense pas qu'ils vont essayer de vous piéger sur des toxoplasmoses cérébrales et des cryptococcoses. Je pense ils iront droit au but. Donc n'hésitez pas à lire tout le sujet, toutes les questions avant de commencer à répondre, parce que si jamais on commence à vous parler de traitement antifongique et que vous partez sur une toxoplasmose cérébrale, ça pourrait être un petit peu embêtant pour vous. Question 2. Décrire les étapes du diagnostic biologique réalisé à partir du LCR. Donc là, je précise bien à partir du LCR, parce qu'on aurait très bien pu, parce qu'on pourrait très bien même, faire une biopsie à partir des lésions cutanées, et faire un examen, anatomopathologique avec des colorations et cetera. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je vous demande juste, les étapes du diagnostic à partir du LCR, et de préciser les résultats attendus. Donc ça, c'est une question qui était dans le cas de Cryptococcus qui était tombé en 2010. Donc j'ai juste copié en fait la question. Donc c'est une question qui est déjà tombée et qui est susceptible de retomber. Donc diagnostic mycologique direct, diagnostic de certitude, tout ça, ça c'est un copié du oups, ça c'est un copié du Doboc, mais c'est aussi un copié du site Anophel que je vous ai montré, parce qu'ils aiment bien parler de diagnostic de certitude, tout ça. Donc l'examen direct, c'est le LCR, donc vous n'hésitez pas à redonner, enfin si on vous donne l'échantillon, si l'échantillon il est donné dans l'énoncé, vous n'avez pas besoin de le remettre. S'il n'est pas donné dans l'énoncé, vous pouvez le mettre comme ça pour juste montrer que vous savez sur quoi on fait l'échantillon, enfin on fait l'analyse, tout ça. Donc sur le LCR, coloration à l'encre de Chine diluée, ça a une sensibilité de 70 chez le sujet VIH, une sensibilité de 50 chez le sujet non VIH. Donc vous pouvez avoir, enfin un sujet peut développer une cryptococcose neuroméningée, même s'il n'est pas VIH positif. Il peut être immunodéprimé, donc il y a plein de causes d'immunodépression, notamment les corticothérapies. Donc si c'est un patient qui prend une corticothérapie sur le long terme, il peut devenir immunodéprimé et choper une cryptococcose neuroméningée. Et du coup, faire la méningite, tout ça. Et la sensibilité de l'examen, du coup, de l'examen direct, sera de 50. D'ailleurs, une cryptococcose neuroméningée chez un patient qui n'est pas VIH positif, qui est immunodéprimé pour X ou Y raison, a un pronostic plus sévère qu'un patient qui est VIH positif. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je pense que ça doit être dû à l'immunité aussi, hein. C'est peut-être que chez le patient VIH, c'est pas le même, ouais, enfin, ouais, c'est pas le même type d'immunodépression. Mais sachez qu'un patient VIH positif a un meilleur pronostic qu'un patient, non VIH positif, mais immunodéprimé. Donc sensibilité, après la sensibilité, vous n'êtes pas obligé d'apprendre, enfin, vous pouvez juste dire que c'est une bonne sensibilité. Donc vous pouvez faire un examen direct à l'encre de Chine, mais c'est pas sûr que vous le voyez. C'est pas parce que vous ne le voyez pas à l'examen direct qu'il y a rien du tout, que le test est négatif ou que le patient, enfin que le résultat est négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut aller, plus loin, faire des cultures, un examen au microscope et surtout, rechercher les antigènes circulants. Donc dans les cas d'urgence, ils prennent une goutte de LCR, ils le mettent sur des petites, comment on dit ça? Sur des petits trucs en plastique, des techniques immunochromatographiques ou autres, d'agglutination sur particules de latex, ELISA, tout ça, tout ça. C'est spécifique, c'est sensible. Donc là, pour les techniques aussi, n'hésitez pas à dire que c'est spécifique et sensible et tout, parce qu'ils aiment bien. Donc ça, c'est dans les cas d'urgence. Pour détecter rapidement ou non s'il y a présence d'antigènes de cryptocoque. Alors l'antigène ici qui sera détecté pour cette technique
par cette technique, ça sera l'antigène de capsule. Donc ici, le cryptocoque, ça, c'est à l'encre de Chine. Donc au microscope, vous savez, le cryptocoque, c'est une levure, donc c'est rond et ça a une grande capsule comme ça, qui est constituée de glucuronoxylomanone, je crois. Tu as écrit chloramphénicol, antibiotique? Alors j'ai dit ouais, c'est un antibiotique, mais antibiotique dans le sens, tu mets en fait le milieu saboureux, le chloramphénicol, plus antibiotique, c'est-à-dire plus un autre antibiotique type aminoside, et je crois que c'est la gentamicine qui rajoute en plus. Ouais, c'est bien la gentamicine qui rajoute en plus. Donc là, antibiotique, c'était plus aminoside. En fait, ouais, bah oui, je l'ai mis entre parenthèses. Donc, saburo, chloramphénicol, plus un autre antibiotique, aminoside. Ah non, non, c'est les deux. J'étais où? Donc, il a une capsule polysaccharidique, c'est le glucuronoxylomanane. Et en fait, si votre patient a un cryptocoque dans son LCR, donc vous allez utiliser le test, vous allez déposer la petite goutte de LCR dans le test, sur le test, et puis il va détecter les antigènes de capsule, donc il va détecter le glucuronoxylomanane. Donc ça, c'est votre cryptocoque, la levure, la capsule. Voilà, donc vous dites, en fait, vous décrivez un petit peu ce que vous voyez au microscope. Donc c'est une levure ronde, avec parfois des bourgeonnements. Donc là, ici, vous avez un bourgeonnement. Là, je sais pas où vous trouvez un autre bourgeonnement. Bon, là aussi, c'est un bourgeonnement. Là aussi. Donc vous avez parfois des bourgeonnements. Vous avez un halo clair qui correspond à la capsule polysaccharidique, qui est le glucuronoxylomanane, tout ça, tout ça. Donc vous expliquez un petit peu ce que vous voyez au microscope. Moi, j'avais mis que c'était une levure avec un halo clair, capsule polysaccharidique, parfois bourgeonnement. Bon, voilà, j'ai juste balancé ça. Donc avec votre test antigénique, vous allez détecter ce glucuronoxylomanane et ça va vous donner le résultat en une quinzaine de minutes. Et ça va vous dire s'il y a présence de cryptocoque ou pas. Alors je crois que la sensibilité et les spécificités, elles sont à plus de 90%. Donc c'est assez rapide, enfin c'est assez efficace. Mais c'est pas parce qu'on utilise ça qu'on arrête de faire la culture, l'examen microscopique, et cetera. Donc la culture, elle est obligatoire, je crois même. Donc après votre examen microscopique, donc après ça, vous faites une culture. Là aussi, pour les cultures, il faut mettre le milieu utilisé, faut mettre le temps de culture, faut mettre la température. Pour les bactéries, il faut mettre si c'est un milieu aérobie, anaérobie, anaérobie facultatif. Je sais plus ce qu'il faut mettre encore, mais il y a plein de trucs à mettre. Donc, faut détailler au maximum en fait votre méthode de culture. En fait, faut vous imaginer dans le labo et il faut vous dire maintenant je fais quoi, maintenant je fais quoi, là je fais quoi, là je mets quoi. Donc vous utilisez un milieu saboureux avec du chloramphénicol et un autre antibiotique qui sera du coup un aminoside type gentamicine. Sans cycloheximide, le cycloheximide qui est l'actidione, parce que le cryptocoque est sensible à l'actidione. Je crois que c'est l'aspergillus auquel on ajoute du cycloheximide parce qu'il n'est pas sensible. Euh, je sais plus trop, je crois que c'est l'aspergillus ou un truc comme ça. Donc vous ajoutez pas ça parce que c'est sensible. Si vous l'ajoutez, vous allez détruire en fait votre cryptocoque et votre culture elle va pas pousser. Pour le sérotype AAD qui là du coup AAD, oui, ouais, qui là du coup nous concerne probablement puisque le patient est en Europe et qu'il est VIH positif. La croissance ça se fait en 2 à 5 jours à 37 degrés. Et pour le sérotype B et C, la croissance, c'est jusqu'à 3 semaines à 30 degrés. Alors, je crois que c'est même le cas en labo, ils font deux cultures. Donc, une culture à 37 degrés et l'autre à 30 degrés. Mais j'irai demander pour être sûr. Donc, je crois qu'ils font ouais, deux cultures comme ça. Donc, une pour le sérotype AD et l'autre pour le sérotype BC. Après, vous pouvez décrire la tête des colonies si vous la connaissez, donc des colonies blanches à ocre, muqueuses, tout ça. Donc, je vous ai pris des photos. Ça, c'est dans des tubes Saburo. Donc, vous avez en fait des tubes Saburo et des géloses Saburo. Donc, ça vient du site Anophel, que je vous ai donné là d'ailleurs. Donc, vous voyez bien des colonies, on va dire, beige-marron, muqueuses, coulantes, tout ça, tout ce que vous voulez. Là, c'est plus blanc. Qu'est-ce que je vais dire encore?
donc encre muqueuse. Et puis ensuite, après avoir fait la culture, vous refaites un examen microscopique. Donc en gros, vous prenez un petit morceau de culture. Je crois qu'ils utilisent la méthode du scotch. En gros, vous prenez du scotch, vous le posez sur, prenez du scotch, vous le posez ici, vous retirez et ensuite vous le mettez sur la lame avec une coloration. Et vous observez du coup les blastospores unicellulaires. Donc en gros, vous observez ce truc si vous ne l'avez pas vu à l'examen direct. À conserver 1 mois avant de rendre un résultat négatif aussi, parce que comme ça met 3 à 4 semaines à pousser, enfin ça selon les sérotypes, il faut le garder au moins 1 mois avant de dire que le test est avant de dire que la culture est négative, parce que ça peut mettre du temps à pousser selon les conditions, selon les germes et cetera. Puis l'identification, par le spectre de masse. Donc lorsqu'on vous demande, d'expliquer comme ça en détail, les étapes d'un diagnostic, biologique pour un agent infectieux, que ce soit en bactériaux ou en myco, faut partir donc du coup sur examen direct, culture, identification, antibiogramme ou antifongigramme. Donc faut toujours, y aller comme ça. Faut vous imaginer dans un labo, donc vous recevez l'échantillon, vous le regardez au microscope, vous faites une culture, vous l'identifiez et vous faites, votre antibiogramme ou votre antifongigramme. Donc ensuite ici, étude de la sensibilité aux antifongiques. Vous pouvez utiliser soit des bandelettes e-test, je crois qu'il y a aussi, je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'était, ouais, la méthode de dilution. Donc vous pouvez utiliser Vitek, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Mais il y a la méthode, des dilutions que vous pouvez utiliser aussi. En gros, vous mettez, des concentrations croissantes, heu, dans l'automate, bah oui, pourquoi pas? Bah là, oui, bah oui, vous pouvez utiliser l'automate. Hem, mais là, au concours, on va pas dire qu'on utilise l'automate parce que sinon ils vont mal vous regarder. Mais oui, en pratique, je pense que c'est plus l'automate qu'autre chose. Hem, donc ouais, soit vous utilisez des bandelettes, e-test, soit vous faites une méthode de dilution, donc vous mettez des concentrations croissantes en antifongiques et puis vous essayez de déterminer, en fait, c'est comme la CMI ou la PMI, donc vous essayez un petit peu de déterminer, la concentration à partir de laquelle, c'est inhibiteur, ça s'inhibe. Mais bandelette e-test, c'est rapide, c'est bien et l'automate aussi, c'est très bien. Mais le mettez pas au concours. Enfin, mettez pas l'automate au concours, vous pouvez mettre la bandelette e-test. Question 3. Donc quel est le traitement de référence, de cette infection? Préciserez les mécanismes d'action des molécules citées ainsi que les voies d'administration. Les voies d'administration, c'est très important parce que vous êtes quand même pharmacien, heu et que de toute façon, c'est un petit peu facile à deviner, enfin surtout en hôpital, en urgence, tout ça, ça sera de l'IV un petit peu partout. Hem Donc quand vous parlez d'un traitement pareil, il faut commencer par ce que vous voulez soigner. Donc, vous voulez mettre en place un traitement antifongique parce que c'est un champignon. C'est un traitement curatif parce que du coup, vous allez traiter le patient. Vous allez éliminer le cryptocoque de l'organisme du patient et parce que c'est une bithérapie, donc vous pouvez mettre, association antifongique, bithérapie antifongique, vous mettez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai juste mis bithérapie. Traitement d'attaque et traitement de consolidation. Donc traitement d'attaque, c'est pour, bien défoncer le champignon et puis traitement de consolidation, traitement d'entretien, c'est plus pour, un traitement d'entretien, quoi. Donc le traitement d'attaque, c'est la bithérapie amphotericine B, 5-fluorocytosine, qui sont toujours en association. D'ailleurs, oui, il y a un mot que j'ai oublié de mettre ici, c'est, synergie. C'est hyper important quand vous parlez d'antibiotiques, d'antifongiques ou quoi, faut toujours penser au mot synergie. Pour les antibiotiques, synergie, bactéricidie, heu, bactériostatique. Là, pareil pour l'antifongique, fongicide, fongistatique. Donc ça, c'est des mots assez importants à mettre en pharmaco. Donc il y a une synergie entre l'amphotericine B et la 5-fluorocytosine, parce que l'amphotericine B, elle va former des pores, dans la membrane du champignon, ce qui va faciliter l'entrée du 5-FC et qui du coup va inhiber la synthèse de l'ADN ou, va, perturber perturber ou inhiber la synthèse de l'ADN, heu et puis, heu et puis l'ARN. Donc synergie pendant au moins 2 semaines et ensuite le traitement de consolidation par le fluconazole, Péros. Alors est-ce qu'ici j'attendais
amphotericine B et 5-fluorocytosine, ou alors j'attendais amphotericine B, 5-fluorocytosine et fluconazole. J'attendais les 3, mais vous n'étiez pas obligé de me balancer le mécanisme d'action du fluconazole. Enfin, pour moi, fallait juste balancer l'amphotericine B et le 5-FC. Mais si vous avez balancé le mécanisme d'action du fluconazole, c'est bien aussi. Traitement de consolidation, donc fluconazole péros. L'amphotericine B, c'est un antifongique qui a une action fongicide à forte dose, donc qui détruit le champignon à forte dose. Il a aussi un effet fongistatique à moindre dose. Il va former du coup des pores au niveau de la membrane par sa structure hydrophile. Donc c'est une molécule amphiphile qui va avoir une partie lipophile et une partie hydrophile. Et c'est par sa structure hydrophile qui va venir se fixer à la membrane et former des pores en fait au niveau de la membrane. Sa partie amphiphile, sa partie lipophile, elle va plutôt se fixer à l'ergostérol de la membrane. Bref, c'est tout un mécanisme un petit peu bizarre. Et du coup, en ouvrant la membrane, il va provoquer une fuite cellulaire, donc il va faire sortir tous les électrolytes en fait de la cellule, ce qui va faire exploser le champignon. Donc du coup, destruction du champignon. Le 5-fluorocytosine, lui, il a plutôt une action fongistatique. Donc il va rentrer, vous allez avoir ici donc des cytosines perméases, je crois que c'était ça, des cytosines perméases qui sont en fait des enzymes qui permettent le passage des cytosines. Et du coup, votre 5-fluorocytosine, c'est une cytosine, donc il va passer à travers les pores de la membrane. Il va être désaminé par une cytosine désaminase. Donc le 5-FC va être désaminé par une cytosine désaminase en 5-fluorouracile. Et du coup, le 5-FU, qui est aussi utilisé comme anticancéreux, va être phosphorylé, soit diphosphorylé, soit triphosphorylé. La forme triphosphorylée, elle va rentrer dans l'ARN, puisque c'est l'uracile en fait qui va rentrer dans l'ARN et pas dans l'ADN, et qui va provoquer des erreurs de lecture. Donc il va agir comme un nucléotide, on va dire. Et puis, il va agir comme un nucléotide. Et puis le 5-FU diphosphate, qui lui va inhiber la synthèse de l'ADN. Le fluconazole triazolé, fongistatique, tout ça, il va inhiber la 14-alpha-déméthylase, qui est l'enzyme impliquée dans la synthèse de l'ergostérol de la membrane. Donc vous avez l'anostérols, ergostérol, tout ça, et qui va inhiber du coup la synthèse de l'ergostérol membranaire, qui est un constituant de la membrane. Si vous détruisez les constituants de la membrane, vous détruisez le champignon. Le fluconazole, c'est par voie orale. L'amphotericine B, c'est par voie IV lente. Là, j'ai mis juste IV, mais c'est IV lente. Et le 5-FC, c'est par voie IV. Question 4. Existe-t-il des mesures de prévention de cette infection chez le sujet VIH positif? Le traitement, c'était hors sujet. Alors, ça, c'est une bonne question, parce que moi, j'ai précisé cette affection. D'ailleurs, j'ai bien fait attention, parce qu'en fait, j'aime pas la viro, donc je voulais pas du tout parler du VIH. Donc, j'ai bien précisé cette affection, et pas la prise en charge en général du patient. Mais en ce qui concerne le VIH, donc là, votre patient, vous allez le traiter pendant 2-3 semaines, et c'est 2-3 semaines après le traitement, enfin, après l'arrêt du traitement, que vous allez commencer le traitement pour le VIH s'il n'est pas traité. Là, en plus, j'ai même pas précisé s'il était traité parce que je m'en foutais. Mais 2-3 semaines après la fin du traitement, vous commencez à le traiter. Ce qu'il fallait dire, des effets indésirables pour les traitements. Si tu as le temps de le dire, tu le mets parce que tu perds rien. Enfin, si tu as le temps, tu le mets. Là, moi, je ne l'ai pas mis parce que voilà, j'ai juste demandé les mécanismes d'action et les voies d'administration. Mais si tu as le temps, oui, il faut le mettre parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas très exigeante en fait sur la correction. Donc, si je vous pose une question, voilà, je m'attends à une réponse à cette question. Après, je détaille un petit peu, mais pas jusqu'aux effets indésirables, etc. Il faudrait avoir un traitement pour VIH. Ouais, mais après, là aussi, alors oui et non. Hem, ah ouais, vous m'avez bien pigé en fait, j'y avais même pas pensé. Alors oui, faut parler des traitements VIH, donc vous pouvez juste mettre un petit trait en disant, voilà, faut traiter le patient avec des antirétroviraux. Mais moi, je voulais pas parler des antirétroviraux parce que j'ai eu ma dose des antirétroviraux et du VIH au concours, enfin pendant mes révisions. Donc c'était bon si vous l'avez mis.
Là, moi, je ne l'ai pas mis dans la correction, mais si un jour vous tombez au concours, il faut parler du VIH, il faut balancer les traitements du VIH, parce que le VIH, ça tombe quasiment tout le temps au concours, faut le connaître par cœur, tout ça, tout ça. Moi, je suis anti-viraux, donc il ne faut pas me poser des questions de viraux, parce que... Mais oui, il faut en parler ici. Alors ici, il ne faut pas en parler, mais ici, il faut en parler. Donc existe-t-il des mesures de prévention de cette infection chez le sujet VIH? Oui, donc par chimioprophylaxie secondaire, fluconazole péros, fluconazole péros à arrêter. Donc là aussi, vous n'avez pas de... Pour la question? Oui, donc c'est ce que je disais, ouais. Donc dans la question 3, c'était pas attendu. Dans la question 4, pour moi, c'était pas attendu parce que moi, je j'aime pas. Mais oui, vous pouvez le mettre. Enfin, je pense que même c'est à mettre si ça tombe au concours. Donc ouais, il faut mettre qu'il faut traiter le patient, il faut commencer un traitement en antirétroviral, trithérapie, tout ça, tout ça. Et vous donnez les classes, donc INNTI plus INTI, puis vous mettez un inhibiteur de la protéase, tout ça, tout ça. Après, vous pouvez balancer les inhibiteurs enzymatiques, les inducteurs enzymatiques, dire qu'il faut faire attention, qu'il faut faire un contrôle tous les 3 mois, tout ça, dosage des lymphocytes, blablabla. Mais là, je j'attendais pas du tout. Pour l'arrêt du traitement, ici, donc il n'y a pas de consensus en particulier. Dans différentes sources, j'avais différents consensus. Donc, il y en a qui disent qu'il faut arrêter le traitement lorsque les CD4 sont supérieurs à 100 avec une charge virale indétectable. Ou alors, on l'arrête lorsque les CD4 sont supérieurs à 200 à au moins 6 mois, enfin pendant au moins 6 mois. Donc pour ça, apprenez les deux et vous balancez les deux si jamais ça tombe. Vous dites voilà, on arrête si c'est supérieur à 100 avec une charge virale indétectable ou on arrête si c'est supérieur à 200 pendant au moins 6 mois. Et puis c'est tout. Citez 3 agents opportunistes du sujet immunodéprimé VIH positif. Là, vous aurez pu me balancer. Donc là, moi, j'ai juste mis 3 parce qu'on vous demande 3. Donc là, pareil, au concours, lorsqu'on vous demande de citer 3 agents infectieux, 3 conseils, 3 je sais pas quoi, 3 je sais pas quoi. Faut balancer 3 agents infectieux, 3 conseils. Là, par exemple, il y avait un sujet de myco avec candidat, donc on vous demandait dans l'anal de citer un milieu de culture, une technique d'identification. Donc là, il ne faut pas tomber dans le piège de citer tout ce que vous savez. Vous mettez un seul milieu de culture, une seule technique d'identification. Je sais, c'est très bizarre, mais la sélection, elle se fait sur ça, sur le respect des consignes. Si vous ne respectez pas les consignes, vous avez 0. C'était ça les conseils de correction pour l'internat de l'ECN de médecine quand c'était à l'écrit à l'époque. Donc en fait, vous avez des conseils, les correcteurs ont des conseils de correction, enfin des conseils, ouais, enfin des conseils pour corriger les copies. Donc c'était marqué si dans la question, par exemple, on vous demande de citer 2 trucs et que l'étudiant en cite 5 ou 6, il faut lui mettre 0 parce que nous, on s'attend à ce qu'il respecte les consignes. Donc, il faut bien respecter les consignes. Si on vous demande de citer, comme là, je vous dis, 3 agents opportunistes, il faut en citer 3. Il ne faut pas me balancer CMV, HSV, VZV, Toxoplasma, Cryptosporidium, Candida, je ne sais pas quoi. Donc, vous en mettez 3. Et moi, je pense que dans la correction, en fait, ils mettent tous les agents infectieux responsables au programme, tous les agents infectieux au programme responsable d'infection opportuniste et ils mettent, voilà, si l'étudiant en a cité 3 parmi ceux qui sont listés ici, bah, vous lui mettez 3 points ou 2 points ou 4 points ou peu importe. Moi, je pense que ça marche comme ça. Donc, respectez les consignes et puis voilà. Après, sinon, vous pouvez balancer tout ce que vous savez, mais je pense que ça sert à rien. Faut mieux respecter les consignes que prendre le risque de se prendre un 0 alors que vous avez bon en fait. Donc là, moi, j'ai mis Toxoplasma, CMV, Candida. Si vous avez mis autre chose, pour moi, c'est bon, tant que c'est au programme de l'internat et tant que c'est bien un agent opportuniste. Voilà. Donc si vous m'avez mis HSV ou je sais plus quoi d'autre, bah, pour moi, c'était bon. Un pneumocystis, un toxoplasma, je l'ai mis.
il faut décrire un peu les agents. Là encore, si tu as du temps, oui. Enfin, pour moi, si vous avez du temps, détaillez au maximum, même ce qui n'est pas demandé. Après, si tu veux vraiment respecter les consignes, si on te demande de citer, tu cites. C'est-à-dire que tu mets juste, le nom. Après, tu peux mettre, par exemple, Toxoplasma gondii, 2 points, responsable de toxoplasmose cérébrale. CMV, responsable de je sais plus quoi. Candida, responsable de je sais plus quoi. Hem, Tu peux après dire que voilà, c'est un parasite. Ici, tu mets c'est un virus. Après, tu décris, le virus, voilà, virus enveloppé, ADN. Puis, candida, tu mets c'est une levure et tout. Tu peux le mettre si tu as le temps. Mais si tu as pas le temps, ça répond en fait, il faut répondre aux questions, faut répondre aux questions en général et après vous allez dans les détails. Parce que si vous allez dans les détails à chaque fois, vous allez perdre du temps, en fait, sur les autres questions. Donc répondez de manière générale et ensuite allez dans les détails. Moi, je vous dirai jamais: «Faut pas détailler», parce que pour moi, faut détailler, mais après, il faut respecter les consignes aussi. Donc là, 3 agents, par exemple, s'il y en a parmi vous qui m'en ont cité 4 ou 5, pour moi, c'était pas bon. Enfin, je vous mettrai 0. Si vous avez mis 2 agents, bah, je crois que je vais mettre cette question-là sur 3 points, donc si vous en mettez un, je vais vous mettre un point, vous en mettez 2, je vais vous mettre 2, vous mettez les 3, je vais vous mettre 3, si vous mettez 4, je vais vous mettre 0. Hem, voilà. Donc la question 5, c'était juste pour vous dire qu'il faut respecter les consignes et pas vous faire ap ouais, mais vaut mieux faire ça là que de le faire en concours. Parce que ce serait dommage, en fait, de perdre des points alors que vous connaissez votre cours. Mais il faut juste, respecter les consignes. En fait, ils font ça, je pense, pour pas que les gens, ils balancent plein de trucs et dérangent, ma copie va être vite corrigée. Bah, écoute, je pense qu'il faut que il faut de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, heu, beaucoup de lecture, de cours, mais surtout beaucoup d'entraînement. Ça sert à rien de relire votre cours 50 000 fois si vous savez pas appliquer vos connaissances. Donc entraînez-vous sur des cas cliniques, faites des erreurs, heu, faites des erreurs, c'est très important. Moi, je faisais beaucoup d'erreurs et c'est hyper important de faire des erreurs et quand vous faites des erreurs, cherchez à savoir pourquoi vous avez fait les erreurs parce que c'est pas en vous disant, «Bah, j'ai fait l'erreur ici» et en passant à autre chose que vous allez progresser. Donc c'est hyper important de se tromper et de corriger ses erreurs. Bon appétit, mais j'ai déjà mangé moi. Merci en tout cas et passez une bonne soirée, travaillez bien. Et faites très bien attention à la rédaction, respectez les consignes et puis bon courage pour le concours blanc national si vous inscrivez. Et puis voilà. Bonne soirée.